Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de creuser un sous-sol, c'est-à-dire c'est un des trois types d'agrandissement qu'on retrouve. Vous avez bien sûr l'agrandissement en étage, c'est-à-dire l'ajout d'étage, l'agrandissement latéral, le deuxième, qui est ni plus ni moins rajouter une section habitable sur le côté en avant, en arrière de la maison, ou encore, comme on va le voir ici, l'agrandissement en creusant le sous-sol, en créant plus d'espace habitable. Donc, comme vous le savez, ici à Montréal, comme dans d'autres régions du Québec, vous voyez ici les immeubles adossés. C'est des immeubles qui comportent bien souvent ce qu'on appelle des caves de service. Dans les caves de service, c'est de l'espace perdu, d'espace où il y a 1, 2, 3, 4 pieds de haut, bien souvent, non fini, où les gens remisent des choses. Donc, dans bien des cas, les gens se tournent vers le creusage du sous-sol afin de gagner de l'espace habitable. Pourquoi les gens désirent faire l'agrandissement de maisons? Principalement, premièrement, pour la localisation, c'est-à-dire ils sont habitués de déjà demeurer en place, l'immeuble est déjà payé, ils n'ont pas à acheter un nouvel immeuble, donc c'est commode, ils sont près d'un métro, ils ont toujours vécu depuis longtemps dans le voisinage, donc ils veulent profiter de l'immeuble au maximum, maximiser leur investissement et simplement faire une rénovation à moindre prix pour pouvoir gagner de l'espace habitable. La deuxième raison, comme je viens de dire, en plus de la localisation, c'est-à-dire rester en place, c'est bien sûr de sauver sur les coûts parce qu'en achetant un immeuble nouveau, en plus d'être obligé de se localiser beaucoup plus loin, dans un endroit qui ne sont pas familiers, ils vont payer souvent un immeuble beaucoup plus cher. Et troisièmement, c'est pour des motifs intergénérationnels, c'est-à-dire, comme le cas qu'on va voir ici, c'est une famille dont le grand-parent et les enfants, avec les petits-enfants, veulent demeurer ensemble. Ils habitent déjà l'immeuble depuis l'origine et il va y avoir une redistribution, disons, là, de l'espace architectural, l'espace habitable pour que ça convienne à tout le monde et gagner, prendre bénéfice de ça. Donc ici, dans ce cas ici, les grands-parents vont monter dans un appartement à l'étage, pendant que les enfants vont avoir ni plus ni moins que le rez-de-chaussée et le sous-sol terminé. Donc, avant de s'aventurer dans un projet d'agrandissement, juste faire une note avant qu'on rentre à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur pour voir le projet complété parce qu'il est déjà terminé. Mais avant, je désire de faire une petite note sur les choses à prévoir avant même de contacter la municipalité ou avant même de contacter un ingénieur ou un spécialiste, des choses qu'il faut avoir en tête. Bon, on sait que tout le monde veut, quand on veut faire un projet d'agrandissement, la première réaction qu'on a, c'est combien ça va coûter, puis on appelle tout de suite un entrepreneur. Donc, moi, personnellement, suivant mes conseils, il est assez précoce, sinon inutile et superficiel même, et puis aventurier, de commencer à appeler des entrepreneurs pour demander combien ça va coûter, sans avoir en main un croquis, sans avoir un plan, sans avoir même les lignes directrices de qu'est-ce qui va se passer côté structure, côté architecture. Donc, demander là, à un entrepreneur que lui-même s'aventure à faire un prix ou un budget, là, je pense qu'on n'est pas à cette étape-là. Donc, moi, je suggère de pas nécessairement là, de se fixer un prix là, ou de demander à un entrepreneur à prime abord parce que c'est pas réaliste. Ça peut changer du simple au double, même au triple, là, suivant ce que l'ingénieur ou l'architecte va dire. La deuxième chose qu'il faut penser aussi, bien sûr, vous voyez ici les immeubles, comme j'ai dit. Si on creuse un sous-sol, la majorité des sous-sols actuellement de l'immeuble qu'on va traiter, là, celui ici, le triplex, juste à côté, c'est tous des sous-sols qui ont plus ou moins la même hauteur. C'est toutes des caves de service. Donc, automatiquement, lorsqu'on va creuser le sous-sol, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va attirer vers nous, attirer vers l'immeuble
où on creuse le sous-sol, toutes les eaux du voisinage. Donc, il va falloir que l'ingénieur et aussi que le client soit conscient il va falloir qu'il y ait un bon système de drainage et un système de sécurité de drainage en plus, non pas seulement une pompe, mais des pompes. Il y a une pompe de sécurité, en cas que si la pompe cède, l'autre puisse prendre la relève, sinon on va inonder la cave assez rapidement, très possiblement. L'autre chose à tenir en compte, c'est le gaz au radon. Donc, il y a plusieurs endroits au Québec qui sont à risque pour le gaz au radon. Donc, c'est de vérifier auprès de la municipalité et vous verrez, il y a des sites spécialisés sur Internet avec des inspecteurs au radon. C'est un gaz nocif qui vient de la terre. Il y a des précautions à prendre. C'est possible de prendre certaines précautions. Donc, vérifiez aussi, pensez qu'il possiblement, il va falloir mettre un système de protection au radon. Dans votre budget, lorsque vous allez penser en plus du prix, l'échéancier, c'est un critère très important. On sait qu'on est au Québec avec des saisons, il fait froid. On a besoin d'accès au sous-sol parce qu'il va falloir creuser. À quel moment ça commence, à quel moment ça termine le projet, c'est très important. Donc, l'échéancier, c'est très important. Il va falloir demander à la Ville aussi quels sont leurs échéanciers afin d'obtenir un permis du moment que tous les plans, tous les documents sont présentés. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi à avoir en tête. Et enfin, un item très important, c'est qui a le droit de travailler sur un agrandissement de maison, un creusage de sous-sol. Bon, depuis novembre 2017, il y a eu des changements très importants dans la loi du travail relatif au secteur de la construction, l'industrie de la construction. Donc, contactez, moi je vous dis, contactez, c'est très important, la Commission de la construction du Québec, la CCQ et la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, afin de savoir quelles sont les personnes qui vont avoir le droit de travailler sur votre projet. Parce que même si vous êtes propriétaire, même si vous avez l'âme autoconstructeur, depuis novembre 2017, sachez qu'il y a eu des changements très importants et ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire que nécessairement vous avez le droit de mettre la main à la pâte et de commencer à faire les travaux vous-même de vos propres mains et avec vos amis ou même vos parents proches. Donc, c'est très, très important. Sinon, s'il y a un inspecteur de la Commission de la construction du Québec ou de la Régie du bâtiment du Québec qui passe dans le coin pendant que vous faites des travaux, que vous soyez informé ou pas de ces lois-là, il peut en encourir de sérieuses amendes et qui peut complètement changer l'univers de votre projet. Vous avez bien sûr planifié peut-être de faire les travaux vous-même pour sauver avec vos parents et amis. Et du jour au lendemain, vous êtes obligé d'engager un entrepreneur général avec des licences RBQ et des gens qui travaillent sous le régime d'une convention collective avec des taux salariales assez élevés. Donc, ça peut complètement chambouler votre projet de rénovation. Donc, ce qu'on va faire, on va s'approcher de l'intérieur afin de voir à quoi ça ressemble un projet d'agrandissement une fois terminé. Donc, juste pour expliquer, il y a eu quand même un certain nombre de travaux de rénovation au rez-de-chaussée. Les clients en ont profité pour rénover un petit peu le rez-de-chaussée en même temps. Vous allez comprendre en même temps. Donc, je m'avance. Donc, ici, avant, comme je vous dis, c'est un triplex. Ici, en bas, il y avait un accès, il y avait une entrée. Là, c'était une chambre à lavage. Puis, on accédait au sous-sol par, ni plus ni moins, à la cave de service, là, où j'ai dû, moi, comme ingénieur, rentrer pour faire l'inspection de la fondation, regarder comment c'est la structure, la fondation, demander de faire une certaine excavation. Donc, on a fait un certain nombre de travail. Maintenant, là, il n'y a plus de porte, là, on a changé ça. Donc, les gens ont totalement ouvert. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ils ont totalement ouvert. Là. Ici, il y avait une chambre avant, ici. Maintenant, c'est rendu une salle à dîner. Vous
voyez, la salle à dîner, avant, c'était une chambre qui était annexe à une cuisine. Mais maintenant, vous voyez la cuisine, à quoi ça ressemble? Donc, ils ont fait intervenir, comme j'ai mentionné, ils ont fait intervenir une designer. Ils ont investi un petit peu d'argent pour que ça vaille la peine là, de faire les rénaux, que ça soit joli en même temps. Aussi, il y a beaucoup d'espace de rangement. Donc, vous voyez ici, côté structure, l'espace ouvert. Bien, il y a une poutre ici en haut, dans le plafond, et vous voyez la colonne. On voit une colonne ici, là-bas, là. On la voit un peu mieux ici, là. Donc, la colonne qui fait que, avec la poutre dans le plafond, qui est cachée dans le plafond, qui fait que donne tout l'espace ouvert là, de la cuisine avec la salle à dîner. Donc, ça fait un grand espace ouvert. Donc, c'était le jeune couple. Les grands-parents sont à l'étage. Le jeune couple ici au rez-de-chaussée. Et puis, on va se diriger vers le projet d'agrandissement qui est au sous-sol. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a eu des travaux, bien sûr, d'excavation vers l'extérieur pour pouvoir accéder au sous-sol. On va y aller tantôt, plus tard, mais pour l'instant, on va se diriger au sous-sol. Donc, vous voyez l'escalier qui a été construit. Donc, ça, c'est un nouvel escalier, bien sûr, qui était... Il y avait une chambre ici avant, donc le designer a fait un beau design. Moi, je trouve, là, avec, vous voyez, la décoration qu'il y a eu quand même autour de l'escalier. C'est un escalier qui tourne. Il y a aussi... chose importante à mentionner, vous allez voir ici, dans le bas de l'escalier, vous voyez ici la dénivellation entre le mur du rez-de-chaussée et le mur du sous-sol. Eh bien, c'est ça le mur en retrait. Donc ici, bien sûr, dans le sous-sol, on a fait un mur égal. Mais vous voyez nettement ici la différence, là, la fondation en retrait qui a été construite pour pouvoir supporter la fondation du mur là, du rez-de-chaussée. Donc, c'est quand même... On a été chercher pratiquement un pied là, en avant. Donc, l'escalier qui descend au sous-sol ici. Vous allez voir le sous-sol. Voici la grande salle familiale avec la chambre pour les invités. Donc, on fait une chambre ici. Là. Vous voyez aussi la poutre au plafond. Donc, tout cet espace-là, là, si vous vous imaginez, avant, c'était un espace où moi, j'ai dû accéder en rampant, ni plus ni moins. Là. Il y avait énormément de sable. Là. Il y avait à peu près 2 à 3 pieds d'accès. Et maintenant, vous voyez, là, c'est un grand sous-sol. Il y a à peu près 8 pieds et demi de haut. Il a fallu excaver à peu près pratiquement 7 à 8 pieds de profond. Donc, naturellement, on excave toujours un peu plus parce qu'il faut mettre du gravier, il faut prévoir l'irrigation comme j'ai déjà mentionné. Il faut prévoir l'irrigation pour être certain qu'il y ait évacuer l'eau qu'on ramasse là, du voisinage. Aussi, remarquez le plancher qui est poli. Donc, ça donne un aspect totalement, là, un beau design. Donc, ça a valu la peine de faire intervenir une designer avec des suggestions. Vous voyez ici la poutre au plafond pour donner un espace, un grand espace ouvert. Donc, vous voyez ici. On fait un petit tour rapide. Les accès, on a agrandi les fenêtres pour pouvoir avoir un meilleur éclairage naturel. Encore une fois, énormément de rangement. Vous voyez les portes noires là-bas, là? C'est des grands espaces de rangement. Donc, c'est très utile pour la famille. Beaucoup d'étagères. Ici, vous voyez encore des... Oups, est-ce que je vais tourner comme ça? Des étagères ici. Donc, je fais bien... c'est bien pensé. On va voir ici un petit peu plus l'escalier, là. Je trouve qu'il est quand même joli. C'est une belle... un beau design d'escalier, décoratif, pas trop cher à créer. Et ici, on va se diriger, bien sûr, il y a une salle d'eau, une salle à chambre de bain, une belle douche. Vous voyez, le style, c'est vraiment au goût là, moderne. OK. Donc, si on a des invités, les gens ils ont bien sûr un levier ici. Vous voyez?
Donc, tout ça, ça fait partie du projet d'accompagnement, de gestion de projet que moi je fais lorsque j'accompagne des clients, où il y a beaucoup de structures, mais aussi de la supervision de chantier. Vous voyez l'arrangement ici? Encore tout un mur entier de rangement. Ça, c'est une chambre à lavage, laveuse sécheuse, un endroit reculé avec même un bac d'eau là pour faire du lavage. Et bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, des pompes de sécurité pour l'évacuation de l'eau. Vous voyez ici en bas, dans un genre de boîte, on ne le voit pas très bien, peut-être ici on va le voir mieux. Donc il y a des accès avec des pompes de sécurité, je pense qu'il y a même 3 pompes. Un système de chauffage à mentionner. Ils ont installé un système de chauffage dans le plancher du sous-sol pour que ça fasse un chauffage uniforme. Ce n'est pas des plaintes à chauffage. Vous voyez tout le système de chauffage. 3 tanks à eau. Excusez-moi, il y en a même 4 parce que là, ils fournissent l'eau aussi pour le 2e étage. Donc, vous voyez encore une fois, on va aller à l'extérieur, mais je fais juste un petit tour rapide encore une fois, juste pour montrer. Voilà, comme ça. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut surveiller, là, la structure lors de la construction. L'excavation, comme j'ai mentionné, se fait progressivement, c'est-à-dire on creuse, on fait un coffrage, on met de l'armature, on coule, on creuse un petit peu plus loin, on fait un coffrage, on met de l'armature, on coule. Donc, progressivement, les fondations se font comme ça afin de retenir les murs extérieurs, la fondation existante. Donc là, présentement, le mur est légèrement en retrait, ça ne paraît pas parce qu'on l'a tout recouvert. Et maintenant, on va se diriger à l'extérieur pour mieux voir à quoi ressemble l'accès lorsqu'on fait un projet comme celui-là. Donc ici, on a une descente de cave. Ici, on a une descente de cave. Donc, on va aller à l'extérieur. Donc, on va sortir dehors. Vous voyez ici une chose aussi importante. Évacuation de l'eau. C'est une descente qui est ouverte. Donc, automatiquement, là, il y a de l'eau ici. Donc, il faut prévoir une bonne évacuation d'eau. Aussi, c'est comme une partie de fondation à découvert extérieur. Donc, c'est important d'installer de l'isolation ici en bas. Sauf ce qui a été fait aussi. Donc, on va sortir à l'extérieur. Ici, on va monter les marches. Vous voyez les marches ici comme un genre de PVC là, afin de minimiser là, la pourriture du bois. Donc, vous voyez ici la finition du jardin. Donc, originellement, ici, dans le jardin, par l'arrière, il y avait de la machinerie, de la grosse machinerie qui entrait. Et puis, on a fait... on va voir les meubles. Donc, de l'arrière, vous voyez les meubles ici. OK, du haut en bas. Et ici, il n'y avait pas de centre de cave. Et on a, ni plus ni moins, creusé ici un grand trou pour pouvoir rentrer de la machinerie. Donc, il a fallu supporter le plancher et pour rentrer de la machinerie pour faire de l'excavation. C'est sûr que ce n'est pas des grosses pelles, là, mais quand même, il a fallu faire ça. Donc ici, là, vous voyez à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc, il faut aussi prévoir ça dans le budget parce qu'il va y avoir du travail de terrassement, de paysagement. Donc, tout ça aussi, c'est à prévoir. Et bien sûr, bien, la descente de cave qui est très pratique parce que de l'extérieur du jardin, on peut accéder maintenant au sous-sol. Vous voyez? On peut accéder au sous-sol. Donc, on va rentrer ici. Sur ça, ça a été mon projet d'agrandissement de sol que j'ai désiré vous présenter. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur. Ça me fait plaisir de vous présenter ce projet-là. Il y a d'autres aussi projets que je présente d'agrandissement, tels que l'ajout d'étages ou encore l'ajout latéral, c'est-à-dire sur les côtés ou à l'arrière. N'hésitez pas à regarder sur le site web là, de construction Daniel Dargy
ou le site web ingenieurstructurebâtiment.com. Donc, et bien sûr sur le site web de agrantissementmaisonmontréal.com. Merci, à la prochaine. Donc, voici 7 étapes importantes dans la réalisation d'un projet d'excavation de sous-sol, c'est-à-dire creuser une cave de service, avec l'implication d'un ingénieur en structure de bâtiment. Donc, la première étape à faire par vous-même, c'est de contacter le bureau des permis de votre municipalité, de votre arrondissement, afin de savoir est-ce que vous avez des plans disponibles au bureau des permis. C'est-à-dire, est-ce que la ville là, a conservé les plans lorsqu'ils ont fait la construction originelle du bâtiment? Est-ce que la municipalité a conservé ces plans-là afin de pouvoir les utiliser dans votre projet d'agrandissement? Donc, ça va être une très bonne chose si vous êtes capable de mettre la main dessus. Une autre chose aussi à mentionner, on sait que la municipalité fait beaucoup de travaux, que ce soit de voirie ou d'autres, ils sont au courant de beaucoup de choses. Donc, il va être important de leur demander est-ce qu'ils sont au courant s'il y a un niveau de nappe phréatique critique dans votre secteur. C'est-à-dire, si vous prévoyez de creuser 3, 4, 5, 6 pieds de profond, est-ce que vous allez rejoindre la nappe phréatique naturelle du terrain? Donc ça va être important parce que vous ne voulez pas arriver à ce point-là et être obligé de prendre des mesures exceptionnelles pour dévier tout un eau qui est en permanence à ce niveau-là de sol où vous allez creuser. Une autre chose aussi à mentionner, c'est que, comme j'ai dit, vous allez avoir en plus le niveau de nappe phréatique, vous allez avoir les eaux de surface. Ça, on en est conscience, là. Si vous creusez plus creux que vos voisins, bien, inévitablement, vous allez attirer vers vous l'eau du voisinage, puis il va être important que votre ingénieur, architecte, prenne des mesures nécessaires pour évacuer cette eau-là au fur et à mesure. Donc, vous avez déjà contacté le bureau des permis pour savoir si c'est possible d'être au courant de le niveau de nappe phréatique. Même si vous n'allez pas vous en tenir à seulement ce qu'ils disent, vous allez aussi faire vos propres vérifications. Quel type de sol? Est-ce que c'est un sol de sablonneux, argileux, rocheux? Et bien sûr, vous allez leur demander quel code de bâtiment s'applique. Donc, il y a normalement, le code change à tous les 5 ans normalement. Donc, quel est le code du bâtiment qui s'applique et quels sont les documents qui vont être nécessaires pour faire le projet et quels spécialistes vont être exigés. Donc, par exemple, est-ce que ça vous prend des plans d'architecture, des plans de structure et qui va exécuter ces plans-là? Est-ce qu'ils veulent absolument un architecte, sinon un technologue ou même bien un dessinateur peut faire l'affaire? Donc, tout dépendamment du spécialiste qui est exigé, mais ça va coûter plus ou moins cher. Donc, une fois que vous êtes au moins au courant, là, somme toute, en général, de les conditions pour avoir un permis, vous avez déjà contacté la municipalité, vous savez que vous avez le droit, en principe, de réaliser le projet et qui doit participer au projet avec des plans, là, quelle sorte de spécialiste. Il va être aussi important de contacter la Commission de la construction du Québec. Dans le cas que vous voulez faire, par exemple, une autoconstruction. Donc, tout de suite, là, au départ, avant même de commencer à prévoir un budget, c'est de contacter la Commission de la construction du Québec pour savoir est-ce que vous avez le droit vous-même, en tant que propriétaire, d'exécuter des travaux. Si vous pensez, par exemple, réduire le coût de la construction en participant vous-même avec vos parents et amis à la construction, mais vous pouvez faire face à de sérieuses surprises parce que depuis novembre 2017, il y a eu des grands changements aux lois du travail, là, la loi R20, et les travaux de structure là, sur un immeuble existant sont touchés et le propriétaire n'a plus autant
liberté comme il en avait dans le passé. Donc, c'est très important de contacter la Commission de la construction du Québec et aussi la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ. Donc, la Commission de la construction du Québec, c'est la CCQ et la Régie du bâtiment du Québec, c'est la RBQ pour tout ce qui est licence de construction, autant comme entrepreneur qu'autoconstructeur. Donc, une fois que vous allez savoir les règles du jeu, vous allez savoir que vous pouvez, du côté de la municipalité, faire la construction en tant que vous produisez certains plans avec certains spécialistes, et aussi que vous avez, oui ou non, le droit de travailler, que votre budget le permet. À ce moment-là, vous pouvez enclencher le processus puis commencer à faire appel à des experts. Et le premier à venir, moi, je conseille fortement en premier, même avant de faire venir un entrepreneur ou un architecte, c'est de contacter un ingénieur en structure et bâtiment impartial, qui n'est pas nécessairement relié à une entreprise de construction, qui va vous accompagner dans tout le cheminement jusqu'à la fin des travaux. Donc, l'ingénieur va venir, premièrement, voir comment s'articule la structure existante. Il va aussi vérifier la profondeur des fondations, le type de sol, regarder dans l'immeuble la structure dans son ensemble. Et aussi, bien sûr, pour creuser un sol, il va sûrement falloir introduire de la machinerie, il va falloir faire des ouvertures dans les fondations existantes, introduire de la machinerie ou des appareils assez volumineux. Évacuer tout ce matériel-là. Donc, ça va être important que l'ingénieur vienne pour vous informer qu'est-ce qui va se passer, là, en somme toute, pour prendre bien conscience des étapes de la construction. Puis, durant cette inspection-là, la première inspection, disons, donc, je le mentionne encore, première étape, vous vous informez vous-même au bureau des permis. Deuxième étape, l'ingénieur en structure vient faire son tour, son inspection préliminaire. Donc, durant cette inspection préliminaire, on le sait, c'est une case de service. Elle a peut-être 2-3 pieds de haut, peut-être même un petit peu plus. C'est pas facile d'y avoir accès, donc l'ingénieur va devoir, là, par la force des choses, là, un peu se faufiler à travers le peu d'espace qu'il a pour prendre des mesures puis faire de premières recommandations à certains fois, comme moi j'ai fait dans le projet qu'on a vu, faire quelques excavations pour vérifier la profondeur des fondations existantes et aussi le type de fondation pour bien s'assurer est-ce que c'est des fondations de moellon en roche avec du mortier ou encore c'est des fondations de béton coulé. Donc tout ça, ça va être important que l'ingénieur le sache. On sait l'ingénieur va venir, il n'arrive pas qu'une pelle pour creuser, donc il va probablement vous demander de faire certaines petites excavations d'investigation, puis il va faire une deuxième visite pour en avoir le cœur net. Donc, vérifier les fondations et vérifier aussi la structure en général. Pourquoi qu'on fait venir l'ingénieur en premier? C'est parce que avant que dans la troisième étape, avant que l'architecte ou les plans d'architecture débutent, eh bien, l'ingénieur va devoir donner ses balises là, ou ses limites là, à l'architecte afin qu'il puisse, lui, l'architecte, faire ses plans d'architecture. Donc, comme on a dit, ça prend des plans existants au tout début. Donc, on est à la troisième étape. L'ingénieur, en deuxième étape, a déjà fait son inspection, a vu dans son ensemble de quoi il en retourne. Et dans la troisième étape, il est temps de faire des plans d'architecture. Maintenant, l'ingénieur va guider l'architecte dans ses plans d'architecture. Ça prend, avant de faire des plans d'agrandissement, ça prend des plans d'existants. Donc, si vous ne les avez pas, ces plans-là existants en main, il va être nécessaire d'envoyer quelqu'un qui va prendre des mesures en relevé pour faire le dessin de la bâtisse existante. Ça, c'est primordial avant de commencer. Vous ne pouvez pas faire des plans d'agrandissement si vous n'avez pas déjà les plans existants. Donc, prévoyez que, voyez l'importance d'avoir des plans en main si vous êtes capable de les avoir par le bureau des permis. Sinon, vous allez être obligé de les faire avec l'équipe d'architecture.
Donc, une fois que ces plans-là existants, supervisés par le dessinateur, le technologue ou l'architecte, ont été réalisés, eh bien là, l'ingénieur en structure qui a préalablement fait une visite d'inspection, qui sait à quoi il en retourne, il connaît aussi ses balises, là, parce qu'il va falloir que l'architecte tienne compte de certaines choses. L'ingénieur va dire à l'architecte, par exemple, dans la majorité des cas, on creuse une cave de service, faire ce qu'on appelle des fondations en retraite. Donc, il ne s'agit pas de creuser sous les fondations existantes puis de couler du béton en dessous des fondations qui existent déjà. Donc, les fondations existantes reposent normalement sur des semelles. On ne veut pas là, attaquer les semelles. On veut être sûr qu'elles restent en place et qu'il n'y ait pas d'instabilité structurelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une fondation à l'intérieur pour soutenir les fondations actuelles. Donc, en faisant ça, c'est sûr qu'il va y avoir une perte d'espace intérieur et c'est bon que l'ingénieur informe la personne qui va faire des plans d'architecture sur c'est quoi cet espace-là qui va rester. Donc, vous voyez l'importance d'un ingénieur en structure avant de faire des plans d'architecture. Donc, ces plans d'architecture-là vont être de 4 types. Il va y avoir, premièrement, comme j'ai dit, des plans existants, des plans de démolition, des plans de construction et enfin des plans finaux. Ces plans-là, ces 4 types de plans-là, vont être sur 2 niveaux. Il va y avoir les plans d'architecture et les plans de structure. Donc, autant les plans d'architecture vont avoir existants, démolition, construction et finaux, que les plans de structure de l'ingénieur. Donc, en somme, il est très facile, il est très probable que vous vous retrouviez à la fin avec au moins 20 à 30 plans sous les mains pour faire une simple excavation de sous-sol. Donc, vous imaginez un peu vers quoi qu'on s'en va. En plus de ça, si vous faites, par exemple, intervenir un designer pour avoir un petit peu plus optimiser l'espace pour avoir un design à votre goût, puis tant qu'à investir, avoir quelque chose de joli, là, fait par un spécialiste, bien, le designer va lui aussi faire ses plans, puis même si ce n'est pas nécessairement exigé par la municipalité, mais au moins, vous aurez tous ces plans-là en main là, dès le début, là, à partir des plans d'architecture, de structure et de design. Durant l'étape de création de ces plans-là, avant d'aller chercher un permis, donc durant tout de suite les 2-3 premières semaines que la personne, l'expert en architecture, va s'exécuter, bien, il va rédiger des croquis. Il va commencer à vous rencontrer, faire des premières rencontres. Et puis, ces croquis-là, bien, ça va être bon de contacter dès maintenant un entrepreneur, un ou des entrepreneurs, pour avoir une première son de cloche sur combien ça va coûter, pour ne pas se laisser embarquer là, avec toutes sortes d'extras qu'on va rajouter dans des plans d'architecture qui va tourner avec un devis trop élevé et des coûts astronomiques. Donc, ce qu'on veut, c'est être aussi conseillé par des entrepreneurs généraux qui vont dire, bien, écoute, si tu penses faire tel projet, compte tenu des croquis maintenant que tu as en main, des plans d'architecture et des indications de ton ingénieur en structure, voici combien ça va te coûter. Donc, tout de suite, là, avant de faire la demande de permis, vous avez déjà une première approximation de combien ça peut approximer, là, faire le projet. Donc, une fois que tous les plans sont faits, que vous avez aussi un premier son de cloche d'un ou d'entrepreneur pour faire les travaux, que vous savez que vous pouvez réaliser le projet, ou encore que vous pouvez vous-même travailler à la construction en étant bien renseigné, une fois que vous avez toutes ces informations-là, eh bien là, vous allez, bien sûr, contacter le bureau des permis avec des plans d'architecture, de structure, et pour avoir votre permis de construction. Ça peut prendre, ça dépend. Ça peut prendre quelques semaines comme une année complète. Ça dépend des arrondissements, des municipalités, des bureaux de permis, tout dépendamment de l'achalandage et de l'occupation qu'ils ont, puis aussi de toutes les exigences qu'ils demandent pour traiter tel dossier. Aussi, ça va être très important de rédiger lors du premier jet des plans très bien faits parce que ça peut, disons, diminuer la confiance de la municipalité si vous faites intervenir des spécialistes en dessin du bâtiment ou
et qui font mal leur travail, puis que la Ville s'aperçoit de certaines erreurs, bien là, ça peut diminuer la confiance puis retarder votre émission de permis. Donc, c'est important de faire appel avec des bons spécialistes afin de faire ces projets-là. Donc, une fois que vous avez maintenant, en quatrième étape, le permis en main, une fois que vous avez soumis les plans, que vous avez maintenant le permis en main, ça c'est l'étape numéro 4, vous passez maintenant à l'étape numéro 5 qui est l'appel d'offres et la sélection de l'entrepreneur. Donc, ça malheureusement, cette étape-là est trop souvent laissée pour comble, mal considérée, ou on la traite trop rapidement, et puis c'est à partir de là que les problèmes découlent. Choisir un bon entrepreneur, avoir un bon contrat, comprendre aussi les clauses, faire où qu'on s'en va, c'est primordial avant de débuter un travail. Et aussi, surtout, d'être bien secondé avec un expert impartial. Donc moi, je conseille fortement à toute personne qui veut faire un projet d'agrandissement, quel qu'il soit, ou même de construction, d'être conseillé par quelqu'un impartial qui va vous seconder, qui va vous appuyer et qui va, à la limite, là, surveiller l'entrepreneur et les travaux pendant que vous ne serez pas là pour être certain que c'est bien fait. Mais ça commence déjà avant de commencer des travaux. Donc, ça commence déjà lorsqu'on commence à envoyer l'appel d'offres. On sait les plans d'architecture et de structure sont supposés d'être tous bien complets, mais en plus de ça, c'est bon d'avoir un document là, écrit là, sur papier 8,5 11, là, où c'est tous les détails de la construction, ce qu'on appelle un devis de construction, sont bien énumérés, afin qu'il n'y ait pas de malentendus, que le contracteur ou les entrepreneurs comprennent très bien, tous sur la même longueur d'onde, et vous puissiez enfin comparer les prix d'une façon équitable. Après, bien, il va falloir choisir un entrepreneur. Donc, vous avez envoyé en appel d'offres. Donc, le conseiller, comme moi je le fais souvent, je conseille aux clients, là, pourquoi plus un entrepreneur que l'autre. Je donne des conseils, mais c'est toujours le client qui choisit. Ce n'est pas nécessairement toujours pour le prix qu'on choisit, même si on veut avoir le moins cher. Il faut tenir compte aussi de la réputation et aussi des commentaires de l'entrepreneur lorsqu'on on soumet les appels d'offres. Et finalement, la sélection de l'entrepreneur et vient le temps de la rédaction du contrat. Encore une fois, moi, je donne certains conseils. Il y a des contrats qui existent déjà tout faits, auxquels on peut ajouter certaines clauses. Moi, je le fais avec mes clients pour les aider, les protéger et qu'ils soient mieux préparés lors de la construction et qu'il n'y ait pas de malentendus. Donc ça, c'est l'étape 5, là. Les appels d'offres, la sélection de l'entrepreneur et la rédaction d'un bon contrat. À la limite, vous allez avoir peut-être même besoin d'un conseiller légal, un avocat ou quelqu'un d'autre pour rédiger le contrat. Il existe plusieurs personnes, comme moi je le fais par exemple, j'ai certaines personnes que je conseille. Enfin vient l'étape 6, maintenant, de la surveillance du projet. Comme ingénieur en structure, moi aussi, je m'implique, bien sûr, je trouve que c'est très important parce que même si c'est écrit sur les plans, quelquefois, vous travaillez, vous n'êtes pas toujours conscient de certaines choses, mais c'est bon d'avoir un spécialiste là, impartial qui vient prendre pour vous sur le chantier, qui surveille l'entrepreneur. Des fois, ce n'est pas par manque de bonne volonté, c'est bon d'avoir quelqu'un qui surveille et qui fait ressortir certaines choses. Des fois, il arrive aussi des imprévus. OK, on sait que c'est le creusage d'une cave, comme j'ai mentionné auparavant, bien, il faut faire ça d'une façon progressive. Il ne faut pas creuser trop long pour essayer de gagner du temps ou aller trop vite, puis faire les choses mal, puis après avoir des problèmes. Donc, c'est important que l'ingénieur voit progressivement toutes ces étapes-là de creusage, de coffrage, d'armature, de coulage de béton qui se fait progressif, et aussi après pour contrôler d'autres choses qui n'est pas nécessairement seulement de la structure, comme par exemple l'isolation, le drainage du terrain, l'agrégat, certains éléments autres éléments du bâtiment là, qui est bon de surveiller. Donc, pourquoi qu'on fait une surveillance de chantier? Bien, c'est parce qu'à la fin, on va avoir ce qu'on appelle une lettre de conformité d'un ingénieur. Cette lettre de conformité-là est, je ne dis pas qu'elle est primordiale, mais c'est un très grand atout. Pourquoi? Parce que bien, ça vous assure que les travaux ont premièrement été conçus par un ingénieur.
Deuxièmement, qui ont été supervisés et qu'en cas d'imprévu, l'ingénieur a pris action et a donné des conseils et qui ont été suivis. Donc, et qu'à la fin, bien, votre immeuble est conforme à ce qu'un responsable, un expert en construction a conseillé. Donc ça vient donner une grande valeur à votre immeuble, autant pour vous-même, pour vous rassurer, pour être sûr qu'il n'y arrivera pas de pépins et puis de réparation qui ne soient pas importantes à cause des défauts de structure. Aussi pour la municipalité, ça peut être un atout. La banque, celle qui vous finance, les institutions financières, et bien sûr pour votre nouvel acheteur un jour qui va acquérir la maison, l'immeuble. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait un certificat de conformité des travaux. Donc ça c'est la septième étape. La septième étape, c'est la remise du projet et la rédaction d'une lettre de conformité. Donc ça complète, ni plus ni moins, les étapes que j'ai voulu vous expliquer là, pour le creusage d'un sous-sol. Ça s'adresse aussi à l'ajout d'un étage ou encore l'extension arrière ou sur les côtés latéraux d'une maison. Donc, c'est des étapes primordiales qu'il faut considérer lors d'un projet d'agrandissement de maison. Donc, vous pouvez voir plusieurs vidéos de ce type-là, comme vous voyez maintenant, sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com et sur le site de Construction Daniel Dargy, le site principal qui est dargyconstruction.com avec plusieurs conseils, sites web, pages web. Aussi, il existe dans le groupe de Construction Daniel Dargy d'autres sites web plus spécialisés, connexes, en rapport avec l'excavation de sous-sol ou d'agrandissement. Un autre site qui s'appelle agrandissementmaisonmontréal.com, donc qui traite d'agrandissement de maison, d'ajout d'étage ou d'excavation. Et aussi le site web qui s'appelle rénovationsous-sol.com. Donc, ça, c'est tous des sites web qui appartiennent au groupe de Construction Daniel Dargy et qui vous aideront à être mieux informés sur les étapes et quoi à tenir en compte lors d'un projet de construction ou de rénovation. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la présentation afin de vous guider un peu mieux et puis d'être mieux informé et puis de savoir où vous allez dans votre projet. Merci, à la prochaine.